Bonsoir, dans l'actualité ce soir, l'émir du Qatar achève cet après-midi sa visite d'État et d'amitié à Conakry. 7 accords de coopération ont été signés entre Conakry et Doha. Et puis nous irons à Saramoussaya dans la préfecture de Mamo où l'autonomisation des femmes fait du chemin. 120 femmes de cette localité apprennent des techniques améliorées de saponification. Enfin, la cassette d'or ou le sacre des meilleurs en musique urbaine, l'événement est à sa 13e édition. Les organisateurs étaient face à la presse pour annoncer les dispositions prises pour la réussite de cet événement culturel. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce décret. Décret D/2017-332 PRG-SGG portant nomination de haut cadre du Conseil supérieur de défense nationale, le président de la République. Vu la Constitution décrète, article 1er, les officiers dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général du Conseil supérieur de défense nationale, Monsieur Mouramani Sissé, ministre conseiller à la présidence de la République. 2. Secrétaire général adjoint du Conseil supérieur de défense nationale, colonel Mahawasila, précédemment observateur militaire des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 20 décembre 2017, professeur Alpha Condé. Comme annoncé dans les titres, l'émir du Qatar a achevé cet après-midi une visite d'État et d'amitié à Conakry. Plusieurs accords de coopération ont été paraphés entre les deux gouvernements. Conakry et Doha entendent ainsi renforcer leur partenariat. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. C'était une visite de travail et d'amitié de 2 jours que l'émir du Qatar était venu effectuer à Conakry. Une visite de 48 heures qui a permis à Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani de discuter avec le président de la République du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Doha. En compagnie de leurs délégations respectives, Professeur Alpha Condé et le souverain du Qatar ont affiché leur engagement d'œuvrer de manière à ce que les relations entre la Guinée et le Qatar soient un réel modèle de développement basé sur le respect mutuel. Cet entretien de plus d'1 heure débouche donc sur la signature de 7 accords de coopération qui embrassent les domaines de la promotion et de la protection des investissements, de la culture, des sports, de la jeunesse, du transport maritime, de la sécurité alimentaire, sans oublier le mémorandum d'entente entre le port autonome de Conakry et la société de gestion du port du Qatar, Wani Qatar. La signature de ces nombreux accords qui englobent tous les secteurs de développement socio-économique témoigne de la détermination de ces deux dirigeants, Professeur Alpha Condé et Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, d'imprimer de l'exemplarité dans les nouvelles relations d'amitié et de coopération qui s'ouvrent désormais entre Conakry et Doha. Les hommes d'affaires qataris et guinéens ont aussi rehaussé de leur présence ces assises pour nouer de solides partenariats, comme le reflète si bien ce déjeuner qu'offre le président de la République à cette délégation qatari. Une manière pour le chef de l'État de donner davantage l'occasion aux hommes d'affaires du Qatar et de la Guinée de prendre contact et de discuter sur la possibilité de sceller une collaboration franche dans le but justement d'investir massivement en Guinée dans les domaines comme les mines, l'agriculture, le tourisme, l'énergie et les habitats sociaux. L'émir du Qatar a quitté Conakry ce vendredi. Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a été raccompagné à l'aéroport international de Conakry par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une visite d'amitié hautement bénéfique. Le film de la cérémonie avec Mahamoud Bari. Son Altesse, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a quitté la Guinée. Il a été raccompagné par le président de la République, professeur Alpha Condé. Cette visite d'amitié et de travail a permis de raffermir l'axe Doha-Conakry. Les deux personnalités ont mis ce déplacement à profit pour parler coopération et partenariat. La péninsule persique entend diversifier les échanges avec la Guinée qui regorge d'importantes potentialités. Ainsi, l'émir Cheikh Ben Hamad et professeur Alpha Condé entendent valoriser les relations entre le Qatar et la Guinée.
Cette première visite de son Altesse, l'émir du Qatar, aura été l'occasion de raffermir et de réfléchir sur d'autres volets de la coopération. Cette nouvelle dynamique des autorités guinéennes s'inscrit dans la démarche de promouvoir et renforcer la coopération bilatérale, mais surtout renforcer l'amitié avec les amis de la Guinée. Toutes choses qui consolident la solidarité internationale. Page noire, Elhadji Ibrahima Touré, ancien membre du bureau politique du RPG, a rendu l'âme hier à Conakry. Le chef de l'État a présenté ce vendredi ses condoléances à la famille éplorée. Commentaire, Abdul Karim Kondé. Elhadji Ibrahima Touré, ancien administrateur à la retraite, membre du bureau politique national du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, est décédé hier jeudi 21 décembre 2017 à l'hôpital sino-guinéen. Père de 14 enfants, 3 femmes, Elhadji Ibrahima Touré regagnera cette dernière demeure dimanche 24 décembre à Kirwani, sa ville natale. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie du Premier ministre, des membres du cabinet de la présidence de la République et du gouvernement, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Des prières et bénédictions ont été dites pour le repos de l'âme du défunt et la paix dans notre pays. Dans le reste de l'actualité, des équipements pour les bénéficiaires du projet d'appui à l'auto-emploi des jeunes filles et garçons de la ville de Conakry, c'est une initiative de l'OIM en partenariat avec le gouvernement guinéen et la Fédération helvétique. Le point avec Abdurrahman Kouladialou. Cette initiative de l'OIM Guinée en collaboration avec le gouvernement guinéen et la Confédération helvétique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'auto-emploi des jeunes filles et garçons vulnérables dans les 5 communes de Conakry. Cette année, l'OIM Guinée a procédé au retour et à l'assistance de 3 825 jeunes migrants, tandis que 4 567 autres jeunes sont en attente de retour dans les prochains jours. Le seul message, c'est qu'on peut réussir ici, en Afrique et en particulier en Guinée. Et s'ils sont motivés, s'ils sont conscients que baisser les bras, c'est être faible, ils vont rester et puis travailler. Et on va les accompagner. On est là pour les accompagner et on va le faire ensemble avec les partenaires financiers, le gouvernement en tête, parce que tout ça, c'est des priorités aussi qu'on suit et ce sont des priorités du gouvernement. L'implication de l'OIM Guinée a été vivement apprécié par le gouvernement qui fait de la promotion des jeunes filles et garçons une de ses priorités dans le développement socio-économique de notre pays. Et comme beaucoup d'autres initiatives sont en cours avec la vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, aujourd'hui est une des concrétisations de certaines initiatives qui sont déjà implémentées, qui sont en train d'être implémentées. Donc comme pour dire aux jeunes de Guinée qui peuvent avoir confiance avec cette gouvernance du professeur Alpha Condé, qui peuvent avoir confiance en leur pays. Mais je m'adresserai spécifiquement aux jeunes filles qui doivent prendre le sérieux et étudier au cas où elles n'auront pas la chance d'aller à l'école, d'apprendre quand même un métier. Après la remise de ces matériels, les récipiendaires ont promis de rester au pays en participant à son essor socio-économique. Le ministère de la Jeunesse et le Fonds national pour l'insertion des jeunes actifs pour l'autonomisation des jeunes, ils sont à l'écoute de ceux qui exposent leurs projets pour être accompagnés. À Kindia, 60 jeunes ont présenté des projets dans des domaines comme l'immigration, l'énergie et l'agrobusiness. Abdulaziz Baldé, de retour de Kindia. Après l'étape de Conakry, le Fonds national pour l'insertion des jeunes a écouté cette fois-ci les jeunes de la cité de Zagrim. Pendant des heures, 60 futurs entrepreneurs dont l'ambition est d'entreprendre exposent leurs projets pour amendement. Des exposés axés entre autres sur l'énergie, l'agriculture et l'agrobusiness. Exposé sur mon projet, notamment sur l'extension de mon entreprise de construction en BTP, dans la création d'une briqueterie moderne à Kindia, en utilisant les briques BTP ou en utilisant les machines de compresse motorisées qui n'est pas encore à Kindia, qui va vraiment nous permettre de faire des briques en BTS sans utiliser, sans couper le bois pour les briques cuites. Derrière tout ça, l'objectif que nous visons, c'est de permettre à ces jeunes
au fait d'être en contact avec d'autres partenaires, les banques, pour pouvoir bénéficier des financements. Ils ont des idées d'entreprise extrêmement importantes. Donc nous trouvons les présentations d'aujourd'hui des présentations dignes de nom, avec des projets même innovateurs. Outre cette présentation de plan d'affaires, les cadres du FONIGE sont sur le terrain pour évaluer le niveau des entreprises déjà financées. Dans ce domaine, le résultat est plutôt satisfaisant, même si quelques défis restent à relever. L'objectif de cette rencontre, c'est de visiter, n'est-ce pas, les investissements faits dans le cadre de ces projets, voir l'avancée, leurs difficultés, et voir aussi avec les jeunes qui ont d'autres projets, voir, n'est-ce pas, comment on peut sélectionner un certain nombre aussi pour pouvoir aussi accompagner ces gens-là. Tout ceci là m'appartient, le terrain là aussi. De là-bas jusqu'ici, tout ça m'appartient. Mais les rejets aussi, normalement pour faire le demi-hectare là, il faut 30 000 rejets. Ça équivaut à 30 millions. Créé en 2007 sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, le FONIGE est à pied d'œuvre pour l'autonomisation des jeunes et aussi faire la promotion de l'esprit d'entreprise. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret ND 95-250 PRGSGG du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 25 décembre 2017, journée commémorant la naissance de Jésus-Christ, est déclarée férié chômé payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Signé Billy Nankouman Kondé. Autonomisation des femmes, l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel a poursuivi son appui aux femmes en milieu rural et périurbain. 120 femmes de la sous-préfecture de Saramoussaya, c'est dans la préfecture de Mamou, sont initiées en technique de saponification. Il leur offert ce métier afin qu'elles puissent désormais supporter leur charge familiale. Moussa Komara, Mama Issata Kamara. Ces 120 femmes de la commune rurale de Saramoussaya peuvent désormais produire plusieurs qualités de savon. C'est le résultat de 10 jours de formation en technique de saponification initiée par l'Office national de la formation et de perfectionnement professionnel. L'objectif étant de donner aux femmes en milieu rural et périurbain des outils nécessaires leur permettant d'augmenter leurs revenus. Nous avons estimé qu'il serait important d'aider ces femmes à mieux pérenniser leur activité. Et c'est dans cet esprit que l'ONFPP a initié, sur la demande naturellement des autorités de Saramoussaya, a donc initié cette action de formation visant à rendre autonomes les femmes de Saramoussaya. Comme partout ailleurs, nous reviendrons pour réévaluer ce que nous avons fait. Aujourd'hui, on a fait une évaluation à chaud, on a vu que c'était bien, mais on reviendra pour une évaluation à froid, pour voir un peu si cette activité génératrice de revenus pour lesquelles elles ont reçu des connaissances et des compétences a été bien entretenue. Si ça leur permet d'avoir quelques revenus, nous essaierons soit, si tel n'est pas le cas, de revenir dessus, ou de leur apporter d'autres techniques en termes de maraîchage par exemple, ou de teinture. Pour l'écrasante majorité de ces femmes, c'est la première fois qu'elles suivent une telle formation susceptible d'augmenter leurs revenus. Fatoumata Diallo, agent de santé, est passionnée par ce métier. Pour nous les femmes, ça va beaucoup nous aider pour nos intérêts matériels, pour nos intérêts à la maison, c'est économiquement pour nous-mêmes, pour nos enfants. Au niveau des autorités locales, l'on se félicite de cette initiative heureuse à Saramoussaya.
Elles ont compris l'intérêt de se mettre ensemble, de travailler, de gagner de l'argent, parce que avec le fruit de leur travail, qu'elles pourront vendre le jour des marchés forains, elles pourraient obtenir des ressources qui leur permettront de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de leurs maris et de s'occuper de leur famille. Cette assistance est une des composantes du vaste programme d'appui à l'autonomisation des femmes par la formation et l'apprentissage lancé au mois de janvier dernier à Conakry. Un projet qui concerne la formation de plus de 15 000 femmes à milieu rural et périurbain dans 3 ans. La politique nationale du genre révisée est en phase de diffusion. Il est question d'impliquer tous les acteurs de la promotion du genre en Guinée en vue d'éliminer les disparités sociales. C'est Kindia qui est la première étape de ce programme de vulgarisation. Hadi Kamara, Fanalabaya Kamara. Le gouvernement guinéen œuvre sans relâche à ce que les inégalités sociales, surtout entre les hommes et les femmes, soient combattues sous toutes les formes. Sur ce, après la présentation et la remise officielle de la politique nationale du genre révisée au gouvernement, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance vient d'initier à Kindia une séance de diffusion du contenu de ce document. Tout ce qui est promotion humaine, notamment dans la question de genre, c'est une question qui nécessite du temps. Donc c'est un combat de longue haleine pour lequel il faut des ressources humaines. Et combien de personnes en Guinée connaissent, peuvent véhiculer le message de l'égalité de genre. Donc dans un premier temps, nous avons besoin de renforcer les capacités des ressources humaines afin que le genre soit connu aussi bien des décideurs que du paysan de Yonkonkon là-bas. Et ensuite, nous avons besoin des ressources. Et beaucoup de ressources ne sont pas louées, suffisamment de ressources n'est pas louées aux questions de genre. Et il faudrait également que les concepteurs de nos programmes et politiques soient initiés en genre. C'est un document d'orientation qui servira de source d'inspiration dans l'élaboration des programmes et projets en vue d'éliminer les disparités sociales en Guinée. La diffusion de ce document permettra aux communautés à la base de connaître les axes non seulement contenus dans ce précieux document, mais également quelles sont les grandes actions à mener pour lutter efficacement contre les disparités entre les sexes. Car dès que nous parlons des disparités entre les sexes, elles pèsent généralement sur les femmes et les filles. Ce document, déjà adapté au contexte nouveau, prend en compte les nouvelles dimensions comme la budgétisation sensible au genre, l'action des forces de défense et de la sécurité et l'harmonisation des textes avec les politiques sectorielles actualisées des différents départements ministériels. Et puis cette conférence débat sur les violences basées sur le genre, l'idée celle de l'association des enseignantes, chercheurs des institutions d'enseignement supérieur pour le développement. Elle vise à amener les étudiants à s'impliquer dans la lutte contre le phénomène. Mohamed De Camara nous signe ce reportage. Le débat sur les violences basées sur le genre s'invite dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, les étudiants affichent leur intérêt pour ce thème. L'initiative est de l'Association guinéenne des enseignantes chercheurs des institutions d'enseignement supérieur pour le développement. La démarche vise à informer et sensibiliser ces étudiants sur les violences faites aux femmes et aux filles. Il ressort aussi de cette même étude que 92% des femmes déclarent avoir subi une des formes de violence. Non seulement ça bloque l'élan d'épanouissement chez la femme, mais ça retarde la société parce qu'on a dit que la femme est le baromètre de la société. Si elle se sent opprimée, elle se sent dévalorisée, elle se sent exclue du jeu politique, elle se sent exclue de l'aspect économique de la vie de la société, il va sans dire que la société est malade. Ce que j'ai retenu au cours de cette conférence, c'est de faire en sorte que ces violences-là puissent être réduites. Réduites parce que à l'endroit des jeunes filles qui sont beaucoup plus violentées, harcelées dans leur famille, qui sont données en mariage précoce. Ce n'est pas passé inaperçu une jeune fille qui a été ligotée, n'est-ce pas, par sa maman,
le simple fait que la demoiselle a refusé, n'est-ce pas, un mariage précoce. Dans cette dynamique, d'autres thématiques ont été également abordées. Il s'agit de la jeunesse et toxicomanie ainsi que de l'entrepreneuriat jeune. Une manière pour l'association d'inviter ses étudiants à faire face à leur propre destin. Les jeunes sont passés de 15 à 11 ans pour l'âge de premier contact avec la drogue. Nous, aujourd'hui, on a un certain âge. Si on ne fait rien pour les jeunes, notre relève est hypothéquée. Et lorsqu'un vieillard ne peut pas se mettre sous l'arbre à palabres parce que ses enfants sont devenus délinquants à cause du fait qu'ils se droguent, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité. La vocation de cette ONG féminine est de valoriser les compétences scientifiques, mais aussi encourager les réflexions sur la consolidation de la paix et la résolution des conflits au niveau national et régional. Des blouses et autres matériels de protection individuelle pour certaines structures sanitaires du pays, ce geste dont la valeur est estimée à 8 milliards de francs guinéens s'inscrit dans l'exécution des différents points du statut particulier accordé au personnel du secteur de la santé. Sori de Kira a suivi la cérémonie pour nous y rendre compte. C'est un don composé de 36 000 blouses, 8 400 bonnets, 24 000 bavettes, 10 000 tabliers et 1 600 bottes. Il représente 2 années de dotation en faveur de l'ensemble des agents des établissements de soins du pays. Le geste répond à l'un des points de l'accord contenu dans le statut particulier du personnel de la santé conclu entre le gouvernement et le syndicat. Pour la transparence, la distribution est exclusivement confiée à la Fédération syndicale professionnelle de la santé. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, donc je vous remets formellement ces blouses pour l'ensemble du personnel de santé de la République de Guinée. Comme étant donc des blouses de travail à utiliser au quotidien pour la prévention et la lutte contre les infections, mais comme on l'a dit aussi, compte tenu d'identification des professionnels de la santé. Aucun travailleur ne sera laissé. On vous remercie et on vous fera le compte rendu dès après la distribution. Inch'Allah. Les besoins de protection des agents de santé se sont beaucoup plus révélés avec le passage de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée. Près de 150 agents se sont infectés de la maladie. La protection du personnel figure ainsi en bonne place dans le plan de relance et de résilience adopté par le département de la santé et ses partenaires. Ce qui est surtout important pour nous, et ce que les bénéficiaires m'ont chargé de dire, c'est qu'ils apprécient à sa juste valeur le partenariat qui va se sceller aujourd'hui de façon forte et durable entre le ministère de la Santé et la Fédération syndicale professionnelle de la santé. L'effectif des personnels du secteur de la santé est passé de 9 000 en 2009 à 13 000 agents de nos jours. Cette assistance contribue à une meilleure prévention des infections sur les agents, mais aussi permet une gestion efficace de l'ensemble du personnel de la santé dans le pays. Bon. De son côté, la GIZ offre des matelas aux structures sanitaires des régions de Kindia, Mamou, Labé et Farana, avec pour objectif numéro 1, améliorer la qualité des soins de santé dans les structures concernées. Alpha Isiagaba, Aboubakar Diaby. La plupart des structures sanitaires du pays sont confrontées à plusieurs difficultés liées au manque de logistique. Des équipements sans lesquels la pratique médicale trouve sa faiblesse. Le secteur de la santé compte ainsi relever les défis pour répondre aux attentes des patients. C'est pour combler ce déficit que la GIZ dote les hôpitaux et les centres de santé améliorés des 4 régions administratives de 473 matelas. Et depuis 2015, grâce à un financement du gouvernement allemand, la GIZ a reçu le mandat du gouvernement allemand par le biais d'un partenariat avec le ministère de la Santé de mettre en œuvre un programme de santé de la reproduction dans les régions de Kindia, Mamou, Labé et Farana, dont l'objectif est d'augmenter l'utilisation des services de santé par la population par une approche d'amélioration de la qualité des services. Ce don est destiné aux régions de Mamou, Kindia, Labé et Farana.
Une assistance qui devra renforcer les capacités opérationnelles et la qualité de soins sanitaires des régions concernées. Ces dernières années, nous intervenons dans le domaine de la santé et de la reproduction. Tout cela, ce sont des approches d'amélioration de la qualité des services. Dans la mise en œuvre de son programme santé de la reproduction familiale, ce projet appuie également la Guinée dans d'autres secteurs comme l'éducation et la gouvernance minière. La présidente de la Haute Autorité de la Communication a été victime de cambriolage à son bureau. Le voleur s'est introduit par la fenêtre après avoir arraché l'antivol et cassé une vitre. Interrogé par notre reporter Mamadi Terman Kamisoko, la victime revient sur la scène. Ce matin, j'étais à la maison et je me préparais justement pour aller assister au déjeuner offert pour l'émir du Qatar. C'est là la secrétaire m'a appelé qu'il y a un problème et qu'il y a eu un cambriolage dans mon bureau. Donc je suis venue. Effectivement, j'ai fait le tour. Je me suis rendu compte que l'antivol qu'il y a derrière la fenêtre a été décollé et il y avait des traces de pas, il y avait des chiffons et des cailloux et on a constaté qu'une vitre était cassée et je me suis rendu compte que mon ordinateur, mon laptop qui est toujours sur mon bureau n'était plus là. Il y a des choses vraiment qui peuvent intéresser un voleur. Il y a la télé, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment... mais c'est juste mon ordinateur. J'ai appelé la police. La police judiciaire est là, la police scientifique est là. Ils sont en train de faire le travail. Je crois qu'ils ont déjà identifié des empreintes. Je crois que le but, c'était de récupérer mon ordinateur et rechercher des informations, peut-être sur moi et sur la RAC. Dans la région de Boké, l'annonce faite par les responsables de la SMB de construire une voie ferrée, une raffinerie réjouit les populations locales. Pour elles, c'est une des solutions de lutte contre la précarité dans cette région. Mohamed Troa Kamara. La région de Boké continue d'être attractive en raison de son immense potentialité minière. La présence de nouveaux groupes miniers en est une illustration. L'annonce de la construction d'une raffinerie d'alumine et d'une voie ferrée par le président du conseil d'administration de la SMB suscite de l'espoir, ainsi au niveau des autorités administratives que des communautés. J'ai reçu cette nouvelle avec beaucoup d'enchantement, beaucoup de joie, de plaisir. Vous savez, tout ce qui rentre dans le cadre du développement d'une localité, ça doit faire plaisir aux fils de cette localité. Donc je suis très content d'apprendre qu'il y aura bientôt une raffinerie à Boké, qu'il y aura bientôt un chemin de fer jusqu'à Dapilo. Ce projet, une fois réalisé, va sans nul doute résoudre le chômage en fournissant la jeunesse en termes d'emploi. Cette volonté affichée de la SMB à réaliser cette raffinerie est en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, le professeur président Alpha Condé. La bauxite calcinée qui va, la bauxite terre brute qui va, et on n'a ni une usine d'alumine, mais mieux, on n'a pas une raffinerie. Alors, faire une raffinerie aujourd'hui à Boké, c'est un grand espoir pour les populations de Boké, mais aussi pour l'État guinéen. Nous allons passer de la phase d'exportation uniquement de la bauxite vers la phase de transformation de la bauxite en alumine, ce qui est quelque chose de très important. Ce partenariat gagnant-gagnant profitant aux entreprises extractives et les communautés est la meilleure voie pour rassurer les parties prenantes, conformément aux recommandations de l'initiative de transparence dans les industries extractives.
De nouveaux diplômés signent leur entrée sur le marché de l'emploi et sont au total 100 étudiants sortant de l'université Roi Mohamed VI de Kamsar. Ils constituent la deuxième promotion du campus et portent le nom de la première dame, Hadja Diéné Kondé. Saint-Martin Fassinadouno nous signe ce reportage. Ils sont plus de 80 étudiants sortant de l'université Roi Mohamed VI de Kamsar. Comme à l'accoutumée, ils obéissent à leur rituel, la caravane. Celle-ci démarre à la tour référentielle de la cité minière. Devant les parents et partenaires, les récipiendaires sont présentés aux encadreurs par le comédien ivoirien Adama Daiko. Après 4 années de parcours universitaire, ils reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Ces récipiendaires sont issus des filières comme environnement sécuritaire, administration minière, droit minier, exploitation minière et économie minière. Nous sommes forts de la formation que nous avons reçue à Mohamed VI. Au cours des 4 années de formation, nous avons appris 3 valeurs: la rigueur, le travail et l'efficacité. Et seules ces valeurs peuvent conduire vers la réussite. Partout où j'entends des appels d'offres dans les entreprises minières, je dois aller déposer. Je peux tenir la comptabilité, la gestion des ressources humaines au niveau de la fiscalité minière. L'université Roi Mohamed VI de Kamsar ne développe que des filières de mines. Avec l'appui de la CBG et de l'université de Bokeh, ce temple du savoir a réussi à former des ingénieurs, économistes et juristes miniers. Nos diplômés, grâce à leur vaste et solide expertise dans les sphères du génie liées aux mines et au développement durable, pourront contribuer à la valorisation de nos potentialités minières, afin de hisser notre pays au premier rang des producteurs de bauxite, d'aluminium, de fer, de diamants, etc. L'université Mohamed VI est en partenariat avec la compagnie de bauxite de Guinée, comme toutes les autres universités de la région de Bokeh. Ça s'inscrit en droite ligne dans les objectifs d'assistance de la CBG pour la qualification de la main-d'œuvre universitaire. Ces récipiendaires sont de la deuxième promotion de l'université Roi Mohamed VI de Kamsar. La promotion est baptisée Hadja Diéné Kondé, première dame de la République. Déjà, la 7e promotion des étudiants de l'URM 6 de Conakry porte le nom. Un geste de la fondation pour inviter tous les étudiants sortant des 2 campus à former désormais une seule famille. Culture avec la cassette d'or, nous sommes à la 13e édition. Si auparavant cet événement ne célébrait que les artistes évoluant dans le hip-hop, désormais c'est le couronnement de toute la musique urbaine. Après 3 ans d'interruption, la compétition revient et à moins de 24 heures de l'événement, les organisateurs mettent les bouchées doubles pour réussir cette autre fête de la musique africaine de Guinée. Lancé Kamisoko Fodé Camara. Cassette d'or, un prix qui récompense le meilleur artiste de la musique urbaine de Guinée au cours d'une année. Plusieurs albums, un seul vainqueur. C'est ce 24 décembre à 14 h au Palais du Peuple. À l'occasion de cette 13e édition, la structure Siscom promet une ambiance époustouflante aux mélomanes. Banlieusard, Takana Zion, Degji Fostri, Soulbanks, Ansti Crazy, Bala Moussa et Marifak sont entre autres artistes attendus. C'est les titres qui t'amènent à la cassette d'or. Par exemple, il y a du côté de la musique urbaine, 10 prix. Donc, si un seul artiste, celui qui aura le plus grand nombre de titres honorifiques, il est la cassette d'or de l'année. Maintenant, les autres, on a dit avec du vrai or. Lui, il aura la cassette d'or avec du vrai or. Au programme, distinction du meilleur album solo, meilleur album groupe, meilleur album pour enfants, meilleure artiste féminine. Une première au cours de ce prix cassette d'or depuis son lancement, il y a 15 ans, jour pour jour. Notre sélection des moments forts de la vie de la nation en 2017 nous conduit ce soir à l'Assemblée nationale, un haut lieu de débat où des questions aussi importantes que l'examen du budget, le code électoral ou encore le règlement intérieur révisé de l'Assemblée ont retenu notre attention. Voici le best-of de la rédaction.
Après plusieurs reports, le règlement intérieur révisé de l'Assemblée nationale est enfin revenu sur la table des parlementaires. Mais avant son adoption, le projet révisé est source de divergences. Lorsque j'ai vu certains avantages pécuniaires, certains avantages matériels et autres, je vois que ça a été démultiplié. Ça ne donne absolument aucun avantage supplémentaire. Qu'on ait des véhicules, aujourd'hui tous les députés ont des véhicules. Le président de la République a bien voulu subventionner 50% de ces véhicules pour les députés et les députés payent les autres 50% sur leur salaire. Est-ce que les membres du bureau ont des véhicules de service? Oui, ça a été toujours la pratique depuis que la Guinée a des législatures. Le règlement intérieur révisé de l'Assemblée nationale est enfin adopté à la majorité des députés présents. Ce nouveau règlement intérieur est composé de 96 articles répartis en 9 titres. Personne dans la salle ne peut vous dire exactement quel est le contenu de la version définitive de ce règlement intérieur voté. Nous ne connaissons pas. Nous avons aujourd'hui un règlement intérieur bien toiletté dont les articles sont réduits à 95 au lieu de 200 et quelques que nous avions. Et effectivement, il prend en compte les aspirations de tous les groupes parlementaires. Pendant cette première session, dite session des lois, 63 textes, dont 61 projets et 2 propositions de loi sont enregistrés par le secrétariat de l'Assemblée nationale. Mais ce sont seulement 37 textes qui sont examinés et adoptés par les élus du peuple. Parmi ces textes figure en bonne place la révision du règlement intérieur de l'Assemblée. S'agissant du règlement intérieur, sa non-adoption à temps n'est due qu'à cause des querelles de clochers de bas niveau déclenchées par certains députés, toutes tendances politiques confondues, au sein de l'Assemblée nationale, quant au contenu à lui donner afin que celui-ci soit plus personnalisé que juridique. L'adoption du code électoral et du code des collectivités locales par les députés à l'Assemblée nationale met fin désormais aux divergences au sein de la classe politique par rapport à la tenue des élections locales en perspective. Tout le monde est d'accord, même ceux qui sont opposés à ce point 2, que le code électoral en vigueur a des insuffisances qui méritaient d'être corrigées. Et c'était une décision prise par la classe politique même avant le dialogue de 2015 et de 2016. Des mains du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale reçoit la synthèse du document relatif à l'orientation budgétaire pour l'année 2018. L'initiative est de répondre aux soucis des députés qui ont toujours sollicité de participer en amont à l'élaboration du projet de loi des finances avant de le soumettre pour examen et adoption. Le document décrit le cadre macroéconomique dans lequel notre économie doit évoluer dans les 3 années à venir, parce que c'est un document pluriannuel, donc 2018, 2019 et 2020, et ça s'emboîte bien avec le cadre macroéconomique sur lequel nous sommes entendus avec le Fonds monétaire. Ça définit aussi les grandes dépenses, les grandes masses de dépenses pour le secteur de l'éducation, pour le secteur de la santé, pour les investissements, mais aussi pour d'autres, les infrastructures entre autres. Dans les prochains jours, des débats sur ce document seront organisés entre membres du gouvernement, députés, acteurs de la société civile et secteur privé. Ce premier débat d'orientation budgétaire traduit la volonté du gouvernement et de l'Assemblée nationale de contribuer ensemble à l'amélioration de la gestion des ressources et des dépenses publiques qui reste une condition essentielle de notre développement.
Conformément à la loi organique, le 5 octobre de chaque année marque l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Les députés ont 90 jours pour examiner et adopter le projet de la loi des finances initiale pour l'année 2018. Une étape qui permet aux élus du peuple d'exercer leur mission de contrôle de l'action du gouvernement en ce qui concerne la perspection et l'utilisation des ressources publiques. L'élite administrative financière face aux élus du peuple. Au menu, la présentation de la loi des finances 2018. Ce budget est bien sûr aussi marqué par la situation au niveau national. Comme vous le savez, donc en 2016, notre pays, je dirais, a rebondi. Sa croissance est établie à 6,6%. Pour 2017, on estime cette croissance à 6,7%. Je dirais que quasiment tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Donc c'est ce qui a marqué l'élaboration de ce budget. C'est un budget qui s'élève à plus de 21 000 milliards de francs guinéens pour l'année 2018 qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale après 72 jours d'intenses travaux. Cette loi de finances initiale, adoptée à l'unanimité des députés présents, prévoit des prévisions de recettes qui se chiffrent à plus de 18 000 milliards de ce budget. L'Assemblée nationale a fait d'importantes recommandations. L'Assemblée a dit pour cette année, nous allons lever des missions parlementaires d'information auprès de certains ministères, auprès de certaines régies, pour vérifier que l'utilisation est efficiente, que les recettes qu'on a mobilisées soient affectées et bien allouées à des secteurs porteurs. Nous avons réussi, en améliorant les agrégats macroéconomiques, à maintenir le niveau d'inflation et à renforcer notre monnaie de façon à ce que le taux de change soit maintenu, de façon à ne pas trop affecter le panier de la ménagère. Enfin, en plus bref, sport foot ce samedi sur le Classico, ce match atypique de la Liga espagnole mettra aux prises le Real face au Barça. C'est aussi la rencontre de deux légendes du football mondial, Cristiano Ronaldo et Léo Messi, avec chacun 5 ballons d'or et 4 souliers d'or. Et tenez-vous bien, 43 réalisations en 2017. Sur le plan local, c'est le tournoi corporatif qui polarise toutes les énergies de la presse avec la qualification ce soir pour la finale de l'Ouragan Football Club de la RTG qui a étouffé la voix de l'Afrique et défiera en finale ce 25 décembre. Le groupe Sabari. C'était tout pour cette édition d'information. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours ce même plaisir. Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco. Pour vous satisfaire, Lipco dispose d'une gamme riche et variée de produits correspondant à vos besoins et modes de vie. Lipco dispose dans sa galerie des meubles de bureau, des tables, des coffres-forts, des meubles de maison importés mais aussi fabriqués en Guinée. Tables à manger, des lits de toutes catégories, des appareils électroménagers, des frigidaires, des congélateurs, des écrans plats à 3 dimensions et d'autres types d'appareils. Des literies,